Merci pour l'invitation. Voici mes liens d'intérêt, comme c'est usuel pour les médecins. Et vous voyez qu'un des liens d'intérêt qui a été cité, c'est de participer aux activités de la Fondation du Souffle et plus récemment aussi au groupe de travail R de l'ANSES. Alors là, j'apprends beaucoup parce que ça réunit beaucoup de spécialistes. Voici les sources documentaires, c'est toujours important sur le plan scientifique. Vous voyez que ces sources viennent de la Fondation du Souffle en partie, aussi d'organismes gouvernementaux et non gouvernementaux français, mais également, on verra, des données nord-américaines. Alors, je vous propose un parcours qui s'appuie sur aussi le sens de la pneumologie, puisque nous adhérons à cette médecine des 4 P. Alors, on dit 4 P, 5 P, 6 P. Ces 4 P, ils sont essentiels. Une médecine, vous voyez, qui regroupe ces 4 dimensions, et en particulier la dimension préventive. Et c'est vrai que quand on est en face de patients qui ont des maladies respiratoires chroniques, pour nous, la prévention, alors en amont, mais aussi pendant le parcours de ces malades chroniques, est absolument fondamental. On adhère aussi à ce concept d'une seule santé. Et vous voyez, là, j'ai emprunté la diapositive à l'INRAE. Une seule santé qui veut dire aussi que notre santé est en interconnexion avec la santé de l'environnement et la santé des animaux. On en a une application tout à fait récente et dramatique pour la période Covid qui n'est pas terminée. Alors, le plan que je vous propose, c'est d'abord un petit état des lieux. Ensuite, de voir un peu les effets de la pollution sur la santé, un peu globalement, et puis un focus sur l'air intérieur, comme ça a été demandé. On a la chance à la Fondation du Souffle d'avoir fait, en effet, une enquête. Alors, il s'agit là d'une enquête sur les perceptions de la population auprès d'un échantillon représentatif d'adultes, plus de 1000 personnes. C'est donc la parole des Français sur leur santé respiratoire. Alors que pensent les personnes? Vous voyez que dans la diapositive est peut-être un peu petite, mais en bleu vous avez le pourcentage de personnes qui se sentent informées, voire très informées sur l'impact des polluants sur la santé respiratoire. Et il y a une découverte peut-être un peu curieuse, c'est que il semble que ce soit les gens plus âgés qui ont une perception d'une meilleure information sur l'impact des polluants sur leur santé respiratoire, alors que finalement on pourrait dire que les jeunes sont très à l'écoute de l'environnement, de l'écologie. Une deuxième constatation qui n'est pas bonne pour le sujet qui nous préoccupe, c'est que en matière d'aération du logement, eh bien, vous voyez qu'un Français sur 3 déclare aérer son intérieur moins d'une fois par jour. Donc, il y a des journées où on n'ouvre rien, on n'ouvre pas les fenêtres. Et cette estimation baisse quand il s'agit de jeunes. Or, on va le revoir bien sûr, mais comme aujourd'hui, là, nous passons beaucoup de temps à l'intérieur des locaux. Alors, les grands enseignements de notre enquête de la Fondation du Souffle, eh bien, c'est que d'un côté en haut, vous voyez que les Français aèrent mal. Ils sont conscients quand même d'être exposés à des polluants, pour une partie d'entre eux, mais aussi en bas, plus de 50% dans notre enquête avaient indiqué être atteints par au moins un symptôme respiratoire, et 60%, d'après notre estimation, présentaient des risques de santé respiratoire modérés, voire importants. Donc un constat qui est, dans cette enquête, qui n'est pas très rassurant. Alors maintenant, en termes de mesures de polluants, qu'est-ce qu'on peut parcourir, Vous avez ici ce qui nous préoccupe, nous les pneumologues, c'est-à-dire toutes les particules, depuis à droite les pollens,
qui sont source de nos maladies à base allergique, dont l'asthme. Et puis, on va à gauche vers les petites particules, vous voyez, avec ces barres des PM2,5 dont on parle souvent, et notamment le noir de carbone. Alors, ici, on a un message d'après un organisme français qui est un peu rassurant, mais on verra que c'est pas du tout suffisant. C'est que il y a quand même des améliorations, vous voyez, en termes, par exemple, de dioxyde de carbone qui est issu de la circulation routière, ou dans cet autre exemple sur les émissions de particules fines. Alors là, qui vous préoccupe, s'il y a des architectes ici sûrement, qui sont issus du secteur résidentiel tertiaire, du chauffage notamment, et vous voyez qu'on a quand même des réductions qui ont été mesurées. Alors réductions qui étaient aussi plus importantes pendant la période Covid. Je passe sur cette diapositive, vous voyez des choses comme des chaudières que sûrement vous n'installez plus du tout et qui étaient extrêmement polluants, notamment en termes de particules, de petites particules. Bien sûr, ces émissions de petites particules dont on parle ne sont pas réparties de manière homogène, et c'est intéressant de voir cette carte de la France parce que vous voyez des régions en rouge, des régions de zones critiques en termes d'émissions de petites particules, et ces régions sont en miroir parfait de l'incidence de certaines maladies respiratoires. Donc il y a vraiment, ces cartes sont quasiment superposables. Alors, vous connaissez probablement les instructions du secrétariat à la planification écologique, et j'ai juste mis cette diapositive pour dire que il y a une attention particulière dans les objectifs pour mieux se loger, et donc on a déjà parlé de la construction de l'environnement en termes de niveau sonore et de qualité du son, et c'est certainement une préoccupation commune à tous. Quels sont les effets de la pollution de l'air sur la santé? Il faut d'abord dire que d'une manière générale, que ce soit l'air intérieur ou l'air extérieur, ce sont les effets chroniques qui rendent compte de 90% de la morbidité et de la mortalité observée. C'est important pour nous comme message parce que dans les médias, on nous parle des pics de pollution. Et si on veut réduire les pics de pollution, eh bien, il faut agir, bien sûr, sur le niveau chronique. Vous avez ici extrait d'un rapport nord-américain, des constats assez alarmants, et vous voyez qu'il pose en deuxième position la pollution de l'air comme facteur de risque de mortalité. Facteur sur lequel on peut agir, puisque vous avez l'hypertension, le tabac. Alors, il s'agit là d'une proposition pour le monde entier, et ça s'applique pas à la France, puisque en France, le poids du tabac va remonter de manière considérable parce qu'on est mauvais sur le poids du tabac. Vous voyez que aussi sur cette diapositive un peu riche, on voit en haut à droite que 38% des morts sont attribuables à la pollution de l'environnement intérieur. Donc c'est vraiment un sujet qui est important. Et il relie la pollution de l'air en bas à droite aux infections respiratoires pour 30%, aux affections cardiovasculaires pour 28% et pour 40% aux affections des voies aériennes, dont la BPCO. À titre d'exemple, peut-être que vous avez du mal à lire, mais c'est toujours issu du même rapport. Vous voyez que l'impact des polluants inhalés, alors polluants qui sont inhalés,
qui ne restent pas forcément dans les voies respiratoires, vous le savez, mais qui peuvent diffuser dans l'organisme entier, y compris dans le cerveau, est considérable. J'ai fait un focus sur l'enfant, et vous voyez qu'on a une liste absolument effroyable: pneumopathie, infection respiratoire, ORL, asthme, ça c'est très connu, hypertension artérielle chez l'enfant, leucémie et déficit du développement cognitif. Donc, une préoccupation. Que se passe-t-il si, en termes de petites particules, on appliquait différents scénarios de réduction? Vous retombez sur, en haut, les chiffres de mortalité en France attribués à la pollution, globalement. Donc 48 000, c'est-à-dire que si on avait un environnement sans pollution anthropique, on aurait une économie, on sauverait 48 000 vies annuelles, mais voyez que si on applique le scénario de l'Organisation mondiale de la santé, ça baisse drastiquement à moins de 18 000, et si on applique la réglementation européenne, c'est rien du tout. Donc il y a effectivement beaucoup d'efforts à faire sur le sujet. Bien sûr, alors on retombe sur ces inégalités dans la France, et plus c'est bleu, plus on a de gains d'espérance de vie. Évidemment, si vous habitez dans le scénario sans pollution anthropique, vous allez avoir un gain beaucoup plus important dans les régions qu'on a déjà vues du nord et de l'est de la France, mais aussi du bassin rhodanien. Et évidemment, si vous êtes, alors je suis pas très bon en géographie, mais si vous êtes au centre de la France, dans des coins un peu perdus, un peu montagneux, ça va être un gain qui sera moins important. Donc, je ne sais pas s'il faut dire à tout le monde de vivre en Lozère, mais c'est un peu difficile. Alors, un focus sur l'air intérieur, bien évidemment, puisque comme aujourd'hui, on passe beaucoup de temps dans les environnements clos, vous voyez, et ce sont les personnes les plus fragiles qui passent encore plus de temps, c'est-à-dire nos patients, les personnes âgées et les jeunes enfants. Voici, alors ça, ce sont des chiffres européens, et vous voyez que là, à l'intérieur des bâtiments, il y a le problème des petites particules qui viennent à la fois de l'air extérieur, mais aussi qui sont générées à l'intérieur. Et puis on a parlé des composés organiques volatiles, on parlera pas du radon, mais aussi des moisissures. Vous voyez, donc on a tout un panel qui nous est déjà proposé. Je fais 2 focus, ça vous êtes bien au courant, sur le danger en termes de petites particules, des belles cheminées à foyer ouvert, avec l'intérêt d'avoir un insert, une réduction drastique quand même des petites particules. Un autre focus qui nous est très cher pour les pneumologues, c'est l'effet en termes de pollution intérieure de la présence, ne serait-ce que d'un seul fumeur à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de l'habitation, dont tout ce qui, les lois qui découlent de ces constatations sont importantes. Mais un de nos messages en termes de pollution intérieure, un de nos messages clés, c'est de dire: vous êtes fumeur. Est-ce que vous fumez à l'extérieur de votre habitation? Ça, c'est un message clé, parce que vous voyez que vous réduisez, en passant du 3.2 au 1.6, vous réduisez vraiment l'effet de la pollution particulière si vous n'avez pas de fumeurs à l'intérieur des habitations. Alors, on a la chance, je pense que vous le connaissez, d'avoir un observatoire qui était l'observatoire de la qualité de l'air intérieur, maintenant de l'environnement intérieur, qui a fait, alors c'est un petit peu ancien, mais on en dispose, qui a fait une campagne nationale de mesures. Je pense que certains d'entre vous la connaissent bien, cette campagne qui était ambitieuse, puisque ils ont investigué un certain nombre de logements qui étaient tirés au sort selon une méthodologie qui était très très intéressante. Et alors les pneumologues ont participé au groupe, au conseil scientifique de cette campagne à l'époque, et vous voyez que les polluants qui étaient mesurés allaient des allergènes à gauche aux petites
particules, et puis aussi à l'oxyde de carbone, et ce qui peut intéresser bien sûr les architectes, les débits des systèmes de ventilation, la température, l'humidité. Alors, je vous ai mis cette petite diapositive, on va les passer rapidement. Hein. C'était quand même tout un trafic chez les gens qui acceptaient de faire ça, hein, puisqu'il y avait des prélèvements un petit peu partout dans l'habitation, dans le salon, mais aussi dans les endroits pour mesurer les débits de ventilation, dans les chambres. On aspirait dans les chambres les particules. Et on a ici quelques résultats. On a parlé du formaldéhyde. Ben, vous voyez que le formaldéhyde intérieur, il est sur la partie gauche. C'est la barre jaune. Donc, vous voyez qu'on le repère très bien. Et évidemment, il y a un gradient, ça a été souligné, hein, un gradient très important entre la concentration qui était mesurée à l'extérieur et la concentration à l'intérieur. Et vous voyez qu'il n'y avait pas comme polluant, il n'y avait pas que le formaldéhyde, loin de là. Quelque chose aussi, donc je pense que vous êtes bien au courant, c'est que la pollution est très importante dans les garages attenants. Ça, c'est la maison des années 60, hein, où on a la maison et puis on a une petite porte et puis le garage. Je pense que s'il y a des architectes, c'est plus construit maintenant comme ça, mais il en reste un certain nombre. On fait des tas de choses dans le garage. Souvent, on rentre pas la voiture, mais on bricole, on entrepose des peintures, des tas de produits toxiques. Et vous voyez qu'il y a un gradient extrêmement important en termes de produits qui ont été mesurés, notamment le toluène, hein, qui est tout à fait important. Ce qui est intéressant aussi, alors d'un point de vue de la mesure, c'est que certains composés organiques volatiles, on est ici sur des composés organiques volatiles, eh bien évoluent de manière conjointe. Alors il y a une enquête en cours. Je ne sais pas s'ils ont tout mesuré ou s'ils se sont focalisés, par exemple, sur le formaldéhyde pour dire que de toute façon, ça reflétait la mesure des composés qui évoluaient de manière conjointe sur cette première enseignement. Alors, évidemment aussi, il y a une inégalité dans la pollution. Environ 10% dans cette enquête-là des logements sont multi-pollués. On le dit, la pollution intérieure spécifique est plus élevée qu'à l'extérieur, et puis des polluants multiples sont présents dans la majorité du parc de logements. Et je vous remets cette diapositive où on a le pic de formaldéhyde là, et donc c'est vrai que vous l'avez souligné, mais tous nos meubles modernes, neufs, sont absolument différents du buffet de la grand-mère qui souvent... Oui, évitez d'aller chez Ikea. Je mène une campagne contre Ikea. Je la mène. Je n'osais pas citer cette moi, je peux me permettre, professeur. Oui. Alors, il y a des points aussi d'amélioration globaux. Hein. Vous voyez, si on prend le monoxyde de carbone, on peut mourir. Hein. C'est la première cause d'accident domestique en France. Ben, vous voyez en bas qu'on a 6,4% du parc de logement qui dépasse, dans cette enquête-là, qui dépasse les valeurs fixées par l'OMS sur 8 heures. Donc, il y a aussi des améliorations de ce côté-là. Les particules, on l'a dit, présentes dans près de 100% des logements, avec des différences. Ces particules, elles sont de sources nombreuses. On a cité le tabagisme, mais les bougies, les encens. Vous savez qu'à un moment, la réglementation était limite, à l'interdiction de ces choses qui font partie de la décoration. Les gens pensent qu'il s'agit de quelque chose de très sain, de faire d'une petite bougie parfumée. C'est pas du tout le cas. Alors ça, ce sont des données de 2006. Je peux pas on a une présentation à l'ANSES en fin de l'année pour la nouvelle étude, parce qu'on a une nouvelle étude. Donc n'hésitez pas à aller voir quand ce sera publié sur l'Observatoire de la qualité de l'environnement intérieur. Alors
Alors, l'Observatoire a travaillé sur les logements, mais aussi a travaillé sur les écoles, puisque c'est aussi un environnement intérieur. Vous savez qu'il y a eu des travaux aussi nombreux en Amérique du Nord, mais les écoles qui sont situées près des périphériques, on en a parlé dans la presse, sont mal situées, et on a une proportion d'enfants malades qui sont dans ces écoles bien supérieure, notamment en termes de maladies respiratoires, asthme et infections respiratoires par rapport à des écoles dans les campagnes. Il y a aussi les bureaux, ça a été cité, et les bureaux. Alors pourquoi ? Parce que vous avez tout un tas d'appareils de bureautique alors qui contiennent des produits. Alors c'est pas toujours très étudié, mais vous avez aussi le problème de la réglementation. Alors c'est intéressant d'en parler là, des retardateurs de flamme qui sont des perturbateurs endocriniens. Je pense que sur ces sièges, le fait de la réglementation, il doit y avoir du retardateur de flamme. Je m'avance peut-être, mais sous votre contrôle. Et voilà, c'est un perturbateur endocrinien. Donc question. Il y a le ménage. Vous faites le ménage chez vous, peut-être, et il faut savoir que les gens qui sont employés au ménage, y compris dans cette salle, ont 4 fois plus actuellement de risque d'avoir de l'asthme qu'une personne qui a un travail comme le nôtre. Et le problème des systèmes de ventilation. Pardon. Alors, tout ceci s'intègre pour nous, vous avez ça, c'est un travail du Royaume-Uni, tout ceci s'intègre pour nous dans une notion de budget espace-temps. Vous voyez qu'à gauche, on est dehors, donc exposé à la pollution extérieure. Une grande partie du temps, on est à l'intérieur, alors à l'école, à la maison, au travail, et puis on nous cite à droite, des questions de l'environnement intérieur, notamment nocturne, les cheminées à foyer ouvert, les fleurs qui apportent des moisissures. On est là, nous en pneumologie, les 2 choses importantes pour l'environnement intérieur, c'est le tabagisme à l'intérieur du bâtiment et puis les moisissures. Ça, c'est une catastrophe sur le plan pour nous. Mais il y a aussi, on n'a pas parlé, des animaux, des composés organiques volatiles, etc. Alors, ce sont des enjeux sanitaires, économiques. Je voulais vous citer c'est vrai que la présentation précédente était plus optimiste. En termes d'air intérieur, la communauté européenne estime à un peu moins de 100 000 morts, de 90 000 morts, un peu moins, les morts annuelles liées à l'air intérieur. Je vous ai mis avec tout un panel d'affections parfois dramatiques, et vous voyez que pour mémoire, la même communauté européenne estime à 700 000 par an le nombre de morts prématurées liées au tabagisme. Donc ce qui veut dire que c'est pas négligeable, ce près de 100 000 par rapport au tabagisme. Alors, nous sommes mauvais, je vous le rappelle, en France, dans la lutte pour le tabagisme, malgré tout ce qui est fait, puisque au Royaume-Uni, la prévalence du tabagisme est de plus de 2 fois moindre, elle est à un peu plus de 10%, alors que nous sommes à 28% actuellement dans les estimations les plus récentes. Je termine avec, bien sûr, alors ce message qui a déjà été donné, ne pas oublier la ventilation. Vous savez que ce sont des travaux du Canada qui ont prouvé l'intérêt de la ventilation par des techniques, des travaux très très bien faits, randomisés. Les ventilations des buildings étaient randomisées en aveugle par des
opérateurs qui changeaient la ventilation, et on a pu prouver que l'augmentation de la ventilation sans que les personnes qui travaillaient à l'intérieur des bâtiments n'en soient averties, eh bien modifiait considérablement les symptômes, en particulier respiratoires, qu'ils pouvaient avoir. Alors il y a de nouveaux usages et il faut toujours étudier, parce que par exemple la cigarette électronique, qu'est-ce que ça fait comme pollution à l'intérieur? C'est une question. Alors j'ai emprunté cette diapositive à notre ancien président de la Fondation du Souffle. Je suis pas compétent, mais c'est vrai que c'était amusant de savoir que du fait des préoccupations du public, quand même, il y a des instruments de mesure. Donc je ne sais pas s'ils sont très 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 pertinents, mais je fierais plutôt à l'Observatoire de la qualité de l'environnement intérieur. Alors ici, ce message pour terminer, comment améliorer la qualité de l'air intérieur? Voilà ce qu'on dit, nous: ne pas fumer dans le logement, réduire les sources d'humidité, remédier aux dégâts des eaux, éliminer les moisissures, sont vraiment, je l'ai dit, c'est ce qui est fondamental. Choisir les matériaux A+, respecter les recommandations des fabricants pour les produits nettoyage. C'est très intéressant pour un pneumologue d'interroger les gens sur leurs habitudes de nettoyage. On voit que par exemple l'eau de Javel, qui est un irritant puissant, est encore très utilisé. Mais pour nous, pour les maladies respiratoires, c'est pas bon du tout. Renouveler l'air. Ça, c'est un message qu'on va partager, bien sûr. Ne pas obstruer les entrées d'air et les bouches d'extraction. Je pense que vous serez d'accord sur ces messages simples. Alors, en conclusion, c'est vrai que alors nous sommes au Sénat, on a parlé ici des enjeux sanitaires, des enjeux de recherche, technologiques, réglementaires. Ça a été évoqué à propos du son. Mais ici aussi, nous sommes en face d'enjeux au Sénat financiers et politiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Avez-vous, oui, donc Julie Trottier. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me pose la question à propos des particules fines. Si on aère un logement en Lozère, évidemment que l'air qui va entrer dans la maison sera de bonne qualité. Si on habite à côté du périph', est-ce qu'il faut quand même aérer son logement? Ça, c'est une bonne question. Alors, il faut le ventiler. Si vous avez des ventilations correctes, de toute façon, il y aura bien une entrée d'air pour que ce soit ventilé. Mais notre message global est qu'il faut ventiler. C'est à nous collectivement d'agir aussi sur les toits extérieurs. Ah oui. Oui, parce que tout est global, Julie. Et effectivement, puisque vous le savez, c'est assez amusant. J'ai remarqué ce week-end et je me suis posé la question, puis je me suis renseigné. Effectivement, les caméras n'ont pas été réglées sur les 50 km/h qu'a recommandé Madame Hidalgo. Elle a l'œil partout, mais pas toujours. Et ce qui fait que j'ai vu, évidemment, sur le périph', les gens allaient toujours à 70, 80 ce week-end, c'est clair. Donc, c'est sûr qu'elle a dit, c'est assez amusant, que c'était pour ne pas créer de nuisances sonores. Voilà, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais elle n'a pas pensé du tout aux nuisances qui sont liées à la vitesse et à l'usure des pneus, par exemple. Puisque ce week-end, j'ai eu un accident qui aurait pu me coûter la vie, mais voilà, il m'a pas coûté la vie. Mais grâce à Madame Hidalgo d'ailleurs et grâce à ces trottoirs débordants, enfin voilà, j'ai monté sur un trottoir, ça a éclaté les pneus, enfin peu importe. Mais heureusement j'étais à 5 km/h, mais c'était pas. Mais je veux dire par là que tout est global. Alors effectivement, ouvrir ses fenêtres sur le périph', mais c'est malgré tout mieux. A concouru au geste d'or le laboratoire de l'école des mines de Pau, qui dépend de celui d'Alès, qui est la pollution. Ils ont eu un prix d'ailleurs au geste d'or, et ils sont toujours liés au geste d'or, la pollution par air émané. Puisqu'il y a ici le directeur de recherche de Unicalo, j'ai fait repeindre tous les bureaux du geste d'or en peinture biosourcée, qui n'émanent pas de pollution. Parce que je disais à mes collaborateurs qui me riaient au nez, mais enfin ils osent pas trop rire, mais ils rient parce que je suis à leurs yeux assez ridicule. Je leur disais qu'ils étaient plus pollués à travailler dans les bureaux, même s'ils sont beaux, plutôt que d'aller se promener au Père-Lachaise, qui est un lieu pour avoir la vie, comme chacun sait, n'est-ce pas, contrairement à ce qu'on pense. Eh bien, puisqu'on est au-dessus du Père-Lachaise. Et de fait, tout rejaillit sur tout. Madame Hidalgo a pris cette mesure pour éviter les nuisances sonores, mais voilà, c'est peut-être aussi la réduction de vitesse
vitesse, moins d'usure des pneus et moins de nuisances pour le poumon, peut-être. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, professeur ? Oui, tout à fait. Alors, pour la circulation, vous disposez d'un travail récent. On parlait de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, d'un travail récent de Basile Chay. C'est l'équipe de l'Institut Pierre-Louis. Vous pourrez regarder. Ils ont analysé le passager, enfin l'usager, dans une voiture, à pied, à bicyclette, dans Paris. Bon, alors ça va pas vous surprendre, c'est plutôt le cycliste qui absorbe sûrement le plus de pollution de petites particules. Mais il faut mieux qu'il soit rue de Rivoli, ou alors devant quand il arrive au stop, il faut toujours se mettre devant les voitures et devant les camions. Il y a des petits messages comme ça. Voilà. Donc, mais c'est vrai que de toute façon, il faut mesurer, il faut évaluer et donc, on essaye de financer ça avec la Fondation et Frédéric Rennes. Mais je voudrais dire une petite chose. Je suis assez frappé. Je suis entouré de gens qui sont malades du poumon, compris dans mon intimité. Et je me suis posé la question, et moi je ne suis pas malade, je ne suis jamais d'ailleurs, mais peu importe. La question est suivante, est-ce qu'il y a des poumons filtrants, bien ou mal? Qu'est-ce qui fait qu'un poumon, et ça fait partie, lui-même il fait partie de tout le reste de l'organisme évidemment, qu'est-ce qui fait qu'un poumon va accumuler, au contraire, il va disperser? Il accumule quand c'est saturé, quand le système d'épuration est saturé, ou alors quand on peut pas éliminer, par exemple comme les particules d'amiante, qui quand même en grande partie restaient à l'intérieur. Alors aussi, ce qui veut dire aussi dans votre question en filigrane, il y a aussi un effet de l'impact de la pollution au cours de la vie. Et le début de la vie est extrêmement important pour vraiment partir, si on peut dire, d'un bon pied. Donc la pollution, alors ça, on le sait, on n'en a pas parlé, mais un des problèmes, c'est pour ça que la diapositive montait la pollution de l'air à un niveau très très élevé au niveau mondial, parce que vous le savez, on a le problème de l'utilisation de la biomasse dans les pays pauvres, le petit bras zéro au milieu de la pièce. Bon, donc ça tend quand même à diminuer dans les pays qui s'organisent pour qu'il y ait une cuisinière, un truc, enfin une cheminée, enfin quelque chose. Ça tend à diminuer. Et ça, c'était une source de pollution extrêmement importante pour les bébés qui restaient accrochés près de la mer, qui elle-même cuisinent. Autre question, oui. Oui, après. Allez-y. Micro. Où est le micro? C'est terrible ça. On a plusieurs micros ici. Voilà. Et puis après. J'en ai deux maintenant. C'est bien. Allez-y. Oui, merci professeur, très intéressante présentation. Juste une petite question au niveau de la méthodologie. Vous avez montré une liste extravagante de polluants à l'intérieur des logements. Pas extravagante, une liste qui existe. Oui, ma question c'est, je pense qu'il y a une différence importante entre un logement qui vient d'être meublé fraîchement par Ikea, des fauteuils, des cuisines en laminé, etc., etc. Au cours du temps, j'imagine qu'il y a un certain relargage. C'était la question que la réponse que sous la forme de boutade, je disais un certain temps de relargage. J'imagine que si on n'aère pas un tel logement, non seulement on va avoir les valeurs que vous avez montrées, mais en plus ça va se concentrer, parce que s'il n'y a pas d'aération, le relargage va faire en sorte que l'atmosphère va être de plus en plus chargée dans tous ces polluants. Voilà. Et au cours du temps, effectivement, si on aère, est-ce que vous avez des études montrant ces périodes? Enfin, il faudrait faire un temps T0, si je puis m'exprimer ainsi, et puis au bout de X années, est-ce qu'on retrouve encore des valeurs telles qu'on dépasse les valeurs limites acceptables? Alors, écoutez, je parle sous votre contrôle. Moi, j'ai lu pour les fabricants de meubles,
Voilà. Hein. Je dis toujours, pour une chambre d'enfant, il faut prendre le lit de la grand-mère. Et pas forcément aller se précipiter dans les magasins pour avoir un truc tout neuf et plein de formaldéhyde. Alors, moi j'ai entendu qu'au bout d'un an, c'est mieux en termes d'émissions, mais voilà, je parle sous votre contrôle. Alors, ce sera peut-être analysé, je ne peux pas vous dire, dans la deuxième enquête de l'Observatoire de la qualité de l'environnement intérieur, parce que c'est vrai qu'il pourrait effectivement décrire le logement bien précisément en demandant aux gens est-ce que vos meubles sont neufs, pas neufs, etc. Ça, ce serait certainement intéressant. Question, ouais. Oui, bonjour. Oui, bonjour Éric de Routot. En fait, dans les mesures simples qu'on pourrait mettre en œuvre et qui rejoint les formaldéhydes, le mobilier de bureau et tout, serait que lorsqu'on l'achète, en fait, on aère ce mobilier avant de l'utiliser. Parce que quand vous ouvrez le cellophane, c'est là où vous avez tous les coves qui sont dedans. Et donc, si vous l'ouvrez juste avant l'utiliser, on ouvre juste le cellophane, on le laisse ne serait-ce que déjà 1 semaine, 2 semaines, en fait, la courbe de décroissance du formaldéhyde est relativement forte en fonction de la notion de l'aération et la notion de la température. Mais globalement, si on peut laisser déjà 1 mois un mobilier qui a été encloisonné en Asie, chez Ikea par exemple, en plein soleil, le formaldéhyde va descendre fortement. Donc j'engage, moi, dans ces mesures fortes, de dire, dès que vous achetez du mobilier neuf, si vous ne faites pas de la réutilisation, parce qu'effectivement le réemploi c'est quelque chose de beaucoup mieux a priori, c'est en tout cas d'aérer le meuble avant l'utilisation, ce qu'on ne fait pas souvent dans la rénovation.